BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement. 3 experts pour parler retraite ce matin en plateau. Jean-Noël Barrot, bonjour. Bonjour. Vice-président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. Pierre-Emmanuel Sassonia, bonjour. Directeur associé d'ERES. Et faut-il encore le présenter le jeudi. Jean-François Filiatre pour Marché Gagnant. Merci à tous les 3 d'avoir répondu présent pour parler de ce PER, acronyme qu'il faut maintenant avoir en tête. Depuis le 1er octobre, nouveau plan d'épargne retraite mis en place. Jean-Noël Barrot, on va commencer avec vous, le côté un peu institutionnel, puisque vous avez porté notamment toutes ces questions-là. C'est quoi ce nouveau PER? On avait déjà tout un tas de plans qui étaient, entre guillemets, là, et qui faisaient leur office, non ? Oui, bah ça y est, depuis le 1er octobre, toutes les Françaises et les Français peuvent désormais se procurer un plan d'épargne retraite, soit de manière individuelle auprès de leur conseiller financier, de leur banque, soit de manière collective via leur entreprise, quand leur entreprise a mis en place un plan d'épargne retraite collectif. Ça, c'est le fruit d'un travail de longue haleine qui a été mené par le gouvernement et Bruno Le Maire en particulier, les parlementaires et tous les acteurs du secteur qui ont beaucoup travaillé d'abord pour que un projet de loi puisse créer ce plan d'épargne retraite et puis qu'ensuite les textes réglementaires soient prêts à temps, c'est-à-dire l'été dernier, afin que le 1er octobre, les premières offres soient disponibles. Et donc, ce nouveau produit existe. Il vient remplacer la myrielle de produits existants qui étaient tous pas tout à fait aboutis, et il prend les caractéristiques les meilleures de chacun de ces anciens produits pour que désormais on ait un vrai produit d'épargne retraite. Donc volonté de simplification. Volonté de simplification, de souplesse, de transparence, de frais moins importants et puis d'avantages fiscaux à l'entrée du produit pour encourager les Françaises et les Français à préparer la retraite en s'engageant sur le long terme. Pierre-Emmanuel Sassonia, pour ERES, vous êtes vraiment un spécialiste de ces questions de retraite, tant pour les entreprises que pour les particuliers. Comment est-ce que vous le percevez finalement, ce nouveau PER? Est-ce que vous êtes sensible à la volonté de simplification? Depuis le 1er octobre, on a quand même reçu quelques voix qui se sont exprimées sur ce produit. Beaucoup ont salué beaucoup d'avancées ou d'améliorations. Certains ont aussi pointé un petit côté usine à gaz par endroit. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous le percevez aussi? Est-ce que ça va s'améliorer? Enfin, est-ce qu'on va apprendre en marchant finalement, ce qui arrive aussi parfois pour tel et tel produit? Alors, chez ERES et au sein de la CCA, on a toujours soutenu la réforme Pacte, qui, on pense, est vraiment un game changer. De notre point de vue, la complexité, elle est surtout historique. Parce qu'on doit reprendre les anciens articles 83, les PERCO, les PERP, les Madelin. Et donc, il faut reprendre l'histoire pour pouvoir redéployer une offre qui réponde aux caractéristiques à titre individuel, au sein de l'entreprise, et donc pouvoir rationaliser l'épargne retraite des Français sur une seule enveloppe. C'est que chacun garde ses acquis, en gros, que personne n'y perde quoi que ce soit, que tout le monde s'y retrouve. Exactement. Maintenant, on est tous d'accord, le plan d'épargne retraite, il reste complexe dans son appréhension, et il nous semble aussi que le devoir de conseil renforcé qui a été soutenu par Jean-Noël Barrot était une excellente idée, on l'a soutenu, et aujourd'hui on forme toute la distribution. On a prévu 50 ateliers de formation chez ERES et au sein de la CCA pour former 2000 distributeurs d'ici la fin de l'année. Jean-François, le poil à gratter, allez, sortez vos banderilles. Qu'est-ce qu'on en pense aujourd'hui? C'est vrai, Jean-Noël Barrot nous dit simplicité, pardon. Il y a aussi des questions de transférabilité évoquées à demi-mot par Pierre-Emmanuel. Comment est-ce qu'on voit les choses? Alors, moi, je vais être très Côté clair. un peu épargnant. Enfin. Alors, moi, je vais donner un bon point aux législateurs. Et je vais donner un bon point. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de traiter ce sujet-là à travers une réforme globale. Là où traditionnellement dans ce pays, quand on décide de traiter un sujet, on finit par dire on va créer quelque chose de neuf, et puis ça va s'empiler sur l'existant. Donc là, on a eu une réflexion globale. C'est le côté reprise que vous aimez bien. Je trouve que le fait qu'on ait une approche globale, après moi je vais être très honnête, Premier sujet, j'ai un problème dans le timing, c'est-à-dire qu'on fait la réforme de l'épargne retraite avant d'avoir fait la réforme de la retraite. Donc on ne sait pas trop combien on va toucher à la retraite, donc combien on doit devoir épargner. Donc me semble-t-il, il y a un petit problème. Puis globalement, c'est bien que le gouvernement le fasse aujourd'hui, mais le timing, on aurait été beaucoup mieux de faire ça il y a 30 ans.
parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de pouvoir d'achat différé avec l'épargne de retraite, alors que les problèmes que donne la population, c'est du pouvoir d'achat immédiat. Et aujourd'hui, on fait ça, on promeut la capitalisation à une époque où l'épargne rapporte de moins en moins et où, de fait, l'effet positif de la capitalisation, c'est-à-dire de diminuer l'effort d'épargne, diminue. Alors là, en revanche, j'aurais du mal à suivre, c'est sur le thème de la simplicité, parce qu'en fait, en reprenant les différents dispositifs, les choses sont complexes. Et je pense qu'il faut que tout le monde ait une idée en tête, c'est qu'avant, on raisonnait par enveloppe. C'est-à-dire, vous aviez un PERP, vous aviez un Madelin, vous avez un PERCO, vous aviez un 83 et votre fiscalité était dépendante de l'enveloppe. Maintenant, la fiscalité, elle va être dépendante de la source. C'est-à-dire, le versement volontaire, moi, mon argent d'épargnant, eh bien, il aura la même fiscalité selon que j'aille sur un produit individuel, sur un produit collectif d'entreprise ou sur un produit obligatoire. Et là, ça va effectivement nécessiter faire un travail important de pédagogie, parce que ça, c'est un changement majeur. Et puis, dans les petites remarques que je pourrais faire, parce qu'il y avait un débat quand même très largement à l'Assemblée nationale autour du cas de la résidence principale, puisque on sait tous que Bruno Le Maire était défavorable à cette solution-là. Puisqu'on peut débloquer son argent désormais dès l'achat d'une résidence principale. Voilà. Plus besoin d'attendre la retraite. Le cas qui existait, c'est-à-dire qu'il était possible sur certains produits, voilà, et pas sur d'autres. Donc il est repris. Sur le PERCO. Moi, là où je trouve qu'il y a un truc un peu borderline, c'est que la Direction générale du Trésor, qui a écrit les textes, prévoit une fiscalité différente dans les cas de déblocage anticipé entre les 5 cas accident de la vie et le cas résidence principale. Et à mon avis, c'est une complexité inutile. Ça serait bien que le législateur réaligne les règles en disant, quand on est dans un cas de déblocage anticipé, la règle est la même pour tous les cas. Ça serait plus simple et ça sera, à mon avis, un encouragement supplémentaire pour les jeunes à souscrire ce produit, parce qu'il ne faut pas que ce soit un produit de vieux qui fasse de la défiscalisation à 55 ans, parce que dans ce cas-là, on aura complètement raté l'objectif retraite. Jean-Noël Barrot. Oui, je trouve que c'est très très bien dit. Effectivement, on passe d'une logique d'enveloppe à une logique d'origine des versements pour ce qui concerne la fiscalité. C'est un produit, ou plus exactement, c'est un besoin, l'épargne retraite, qui est presque le plus difficile à réaliser pour l'épargnant, parce qu'il est toujours plus facile de remettre à demain. Et donc, épargner sur le long terme, c'est ce qui est le plus compliqué. Et donc, pour y parvenir, il y a un avantage fiscal à l'entrée, la déductibilité jusqu'à 10% du revenu. Il y a la liberté promise pour la sortie et le déblocage anticipé de la résidence principale, qui est de nature à amener les jeunes vers ce produit, parce que sinon ils se disent je vais épargner pendant 30 ans et j'aurai même pas le droit de récupérer le capital à la sortie, alors que la liberté qui leur est donnée, et ça c'était un choix de Bruno Le Maire, y compris sur la résidence principale, ça c'était plutôt un choix des députés, ça va être très encourageant pour les jeunes. Et le troisième point qui a été cité tout à l'heure, c'est évidemment le conseil, parce que là aussi, il faut que tous les réseaux de distribution signalent, encouragent les Françaises et Français à faire cet effort-là, de placer sur le long terme, en leur disant qu'ils ne le regretteront pas, puisqu'aujourd'hui dans les enquêtes ils le disent, une fois qu'ils sont à la retraite, qu'ils regrettent de ne pas avoir suffisamment mis de côté pour la retraite. Mais c'est tellement plus difficile d'épargner pour le long terme que de le faire pour le court terme, qu'il faut combiner les avantages fiscaux à l'entrée, la liberté à la sortie et le devoir le conseil des conseillers financiers. Vous dites qu'il y a beaucoup d'avantages pour essayer d'inciter les gens, les convaincre en effet d'investir plutôt sur le PER désormais pour préparer leur retraite et le faire suffisamment tôt, très bien. Et donc il y a par exemple cet avantage à l'entrée, sauf qu'à la sortie la fiscalité pour le coup elle présente aucun avantage. Donc ce qu'on nous donne d'une main à l'entrée, on va le reperdre à la sortie. Et là il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème, puisque vous avez en tout cas c'est les statistiques qui vous le disent, vous avez un taux d'imposition qui est supérieur au moment où vous accumulez cette épargne retraite qu'au moment où vous la décumulez, et donc vous allez être gagnant de ce point de vue-là. Et par ailleurs, le fait que 1 euro aujourd'hui vaut mieux que 1 euro demain, et donc cet effet d'actualisation dans les flux rend cet avantage fiscal intéressant néanmoins. Et dernier point, il faut bien noter qu'on capitalise sur une valeur brute d'avantage fiscal. Quand je mets 100 dans mon PER, si je suis imposé à 30%, ça ne me coûte que 70. Mais je vais capitaliser sur 100 et donc générer des intérêts, des plus-values, des gains sur 100. Donc en fait, c'est un petit peu comme si Bercy me proposait un taux d'intérêt à 0 pour financer ma retraite. Donc c'est assez remarquable. Ouais, moi je voudrais juste revenir sur ce sujet-là, parce qu'auparavant, dans les produits retraite, il se passait exactement la même chose.
C'est-à-dire qu'on défiscalisait à l'entrée et on était fiscalisé à la sortie. Certains, pas le PERCO. Pas le PERCO, mais qui ne défiscalisait pas à l'entrée, qui sortait simplement sur les prélèvements sociaux. Avant, donc, on avait exactement le même système, mais on ne le disait pas. C'est-à-dire, on actait le fait de dire, les gars, allez, on va vous vendre un truc. Genre un PERP, quoi. Genre un PERP, vous allez défiscaliser à l'entrée. Enfin, on disait quand même, oui, il y a une défiscalisation, même le Trésor fait le calcul pour vous, parce que vous avez une ligne dans votre déclaration d'impôt. Voilà, donc c'était pas dit, mais enfin c'était quand même dit. Non, mais on vous disait que vous êtes défiscalisé sans vous le montrer. D'ailleurs, au passage, on rappelle qu'il y a eu un petit problème cette année sur les feuilles d'imposition, puisqu'un certain nombre de contribuables n'ont plus vu les plafonds. Alors c'est très mal tombé, ce qui s'est passé, puisque tous les gens qui ne payaient pas d'impôts cette année et qui n'avaient pas versé sur leur épargne retraite ont vu les plafonds des 3 dernières années disparaître de leur déclaration. Mais là, l'avantage au moins qu'on a, c'est que, et ça rappelle un principe souvent de base de fiscalité, c'est que quand on défiscalise à l'entrée, on est fiscalisé à la sortie. Ouais. Et donc il y a 2 systèmes fiscaux qui existent, et d'ailleurs qui sont actés. Ça facilite pas, c'est intéressant, parce que vous pouvez, en tant qu'individu, lorsque vous faites un versement, vous pouvez soit le défiscaliser à l'entrée, et vous aurez une fiscalité à la sortie, soit ne pas le défiscaliser à l'entrée, et dans ce cas-là, vous aurez une autre fiscalité à la sortie. On se rappelle tous, à l'époque des PERP, où vous aviez le Crédit Agricole, qui avait bourré un maximum en vendant des PERP à des... La seule personne qui ait évoqué ce double choix à l'antenne, s'est empressé de dire qu'on savait ce qu'on avait et qu'on ne saurait pas ce qu'on aura. Donc il fallait toujours prendre... On a quand même un avantage par rapport aux anciens produits, c'est l'absence de double taxation aux prélèvements sociaux, qui existait sur les PERP, sur les Madelins. On avait une CSG à l'entrée, une CSG à la sortie. Là, ça a été levé au printemps dernier et on s'en félicite. Mais là, on compare ce nouveau PER, plan d'épargne retraite, aux anciens plans d'épargne retraite. Si on compare à l'assurance vie, qui reste quand même le placement préféré des Français, la fiscalité à la sortie sur l'assurance vie est quand même plus intéressante que celle que propose le PER. Et en plus, il y a l'avantage successoral en assurance vie. À la sortie, mais pas sur le cycle de vie du produit. Là, je vous encourage à regarder les épisodes de Game of Pact qu'on a publiés sur notre blog. On a fait les calculs de comparaison parce qu'évidemment, l'assurance vie, c'est le concurrent évident de ce nouveau plan d'épargne retraite. Et il n'y a pas de débat, il n'y a pas de match. De notre point de vue, tout ce qui est défiscalisable à l'entrée, parce que c'est plafonné, vous le rappeliez, est plus intéressant sur un plan d'épargne retraite que sur l'assurance vie. Bien entendu, il faut avoir en tête que c'est bloqué dans le temps, et donc il faut pouvoir assurer une illiquidité sur ce produit. On poursuit ce débat dans un instant, juste après un point sur les marchés en direct, et puis on poursuit jusqu'à midi. On est ensemble encore pour continuer de décortiquer ce nouveau PER, vous dire si ça vaut le coup d'y investir. BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Allez, retour au cœur de ce débat sur le nouveau PER, plan d'épargne retraite, avec Jean-Noël Barrot pour la Commission des finances de l'Assemblée nationale, Pierre-Emmanuel Sassogna pour RS et Jean-François Filiatre pour Marché gagnant. On a planté le décor et commencé à échanger autour de ce nouveau produit. Essayons d'être très concrets aussi pour nos auditeurs, pour nos téléspectateurs. Je suis déjà dans la vie active, j'ai déjà souscrit ou l'un ou l'autre de ces produits. Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Je les mets au fond de mon tiroir, je les oublie soigneusement, j'achète un nouveau PER et puis je reprends ma vie d'épargnant retraite, Jean-Noël Barrot, ou est-ce que je prends mes produits, que je vais à ma banque ou chez mon CGP en disant voilà, je voudrais les repackager dans un PER nouvelle version parce que ils lavent plus blanc? Comment est-ce qu'ils se positionnent l'épargnant aujourd'hui? Ceux qui viendront, on le sans doute, ils commenceront avec un PER et la question ne se posera pas. Mais voilà, aujourd'hui, comment on fait? En principe, la passerelle des anciennes versions vers la nouvelle version du plan d'épargne retraite peut se faire sans difficulté. Pourquoi? Parce que le plan d'épargne retraite, en tout cas du point de vue de l'épargnant, la nouvelle version reprend l'essentiel des caractéristiques souhaitables, désirables des anciens produits. Donc du point de vue de l'épargnant, il n'y a pas réellement de difficulté. Sur les contrats individuels, je vois pas vraiment d'obstacle, mais ça sera intéressant d'entendre les professionnels qui sont avec nous aujourd'hui. Sur la question des plans d'épargne retraite collectifs, là il y a une petite question qui se pose sur le transfert des PERCO, parce que disons qu'il y a certaines catégories de salariés qui pourraient être un peu plus gagnantes que d'autres, et donc selon les entreprises, la transition va se faire plus ou moins rapidement, mais en principe tout est prêt pour que cette mutation puisse se faire, et dans tous les cas, les versements sur les anciens contrats ne seront plus possibles à partir de octobre de l'année prochaine. Donc tout le monde est encouragé à faire
faire cette transition. Non, si on regarde en termes de défense des épargnants, il y a des points quand même qui peuvent être importants sur des produits collectifs où on peut transformer, parce que sur un produit individuel, vous prenez la décision de transformer, mais sur un produit collectif, il peut y avoir une décision embarqué dans globale un choix, pour tout le monde. Et alors là-dessus, il peut y avoir des risques en termes de protection de l'épargne, notamment sur des contrats sur lesquels il y a des garanties de taux d'intérêt. Donc, un assureur qui vous traite de manière collective peut avoir intérêt à vous amener dans un nouveau PER sur lequel il n'y a plus de taux technique possible, donc on ne peut plus donner de garantie comme on donnait à l'époque, et là il peut y avoir un risque de protection des épargnants. Juste pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Pierre-Emmanuel, je crois que dans les matchs, Guillaume, vous disiez assurance vie, PER, ce match il existe, il faut le faire, mais moi je pense que dans le sujet de la retraite, il y a un autre support qu'on a complètement oublié dans le débat, c'est le plan d'épargne en action. Pourquoi ? Parce que le plan d'épargne en action est un produit qui, lorsqu'il a été créé en 1992, permettait une sortie en rente viagère défiscalisée. Alors personne n'en profite, puisque les banquiers ne savent pas comment faire. Et on aura exactement le même problème sur le terrain. Donc, il y a eu des volontés à l'Assemblée nationale de revenir sur cet avantage fiscal. Il ne faut surtout pas. Et il faut dire que le plan d'épargne en action est aussi une très bonne enveloppe complémentaire du PER pour pouvoir préparer sa retraite, avec la possibilité, au terme, de sortir au plan capital. Et les députés ont fait un bon travail d'amélioration du PEL. Et ça va pas, ce que nous dit Jean-François, ça va pas faire doublon là d'avoir. Comment on alloue entre guillemets dans ces différents produits ? Il y a quoi ? Il y a une allocation type. Il y a déjà une allocation fiscale parce que les produits plan d'épargne retraite sont plafonnés au plafond dont parlait Jean-Noël Barrot tout à l'heure, 10% du revenu d'activité, un peu plus pour les personnes qui sont non salariées, puisqu'il y a un plafond complémentaire qui se déclenche. Le PEA, c'est vrai, c'est une superbe enveloppe hyper défiscalisée. La sortie en rente viagère qui est partiellement exonérée, ça fonctionne, effectivement, dans les calculs, ça fonctionne. Maintenant, les Français n'aiment pas la rente. Moi, c'est aussi... Oui, c'est un des problèmes. Il y avait bon nombre de produits retraite aussi. La réforme Pacte, parce que c'est une réforme hyper pragmatique. Les Français n'aiment pas la rente. On fait sauter l'obligation de verrou de rente à la sortie. Ils veulent pas de l'effet tunnel. On leur propose une sortie en capital par anticipation pour acquisition de la résidence principale. Donc il faut vraiment louer ce pragmatisme très puissant qui a présidé aux destinées de la loi Pacte. Un point dont on parle très peu, la loi Pacte, c'est pas simplement les produits individuels avec déduction à l'entrée. C'est aussi la possibilité pour les petites entreprises de partager le profit au profit de leurs salariés, avec depuis le 1er janvier 2019, c'est même avant le 1er octobre, depuis le 1er janvier 2019, tous les flux d'abondement, d'intéressement et de participation qui sont soumis à 0% de forfait social uniquement à la CSG dans les entreprises de moins de 50 salariés. Ça veut dire que pour 1000 de coûts entreprise, c'est 903 € pour les salariés. Donc ça, c'est remarquable. Troisième ligne directrice de la loi Pacte dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, c'est la volonté de flécher l'épargne vers l'économie productive. On a une épargne très abondante en France, en assurance vie, 1700 milliards d'euros, 85% en fonds en euros, ça fonctionne pas bien. La gestion pilotée par défaut dans le plan d'épargne retraite, c'est une superbe réponse pour flécher l'épargne des épargnants quand ils sont loin de la retraite, sur des actifs à rendement, sur des actifs risqués, et on va désensibiliser, réduire le risque à l'approche de la retraite. Bon, pour porter aussi un nouveau produit, il y a souvent un petit appel du pied en disant tiens, vous avez un peu d'argent qui dans un coin, et là ça concerne l'assurance vie. Vous avez souhaité que avec un avantage fiscal, on puisse aller puiser chez Pierre pour habiller Paul, pour qu'il soit bien présentable assez rapidement. Comment on l'appréhende cette question-là au moment où on a toutes ces questions sur une partie de l'assurance vie, j'entends le fonds en euros, de rendement, de problématiques de systémiques, quoi. Je veux dire, voilà, qu'est-ce qui se passe en cas de remontée des taux, enfin, voilà. Comment est-ce que vous appréhendez, vous, cette espèce de relation entre assurance vie et plan d'épargne retraite? Guillaume parlait de la fiscalité tout à l'heure. Voilà. Comment est-ce qu'on vit? Ce sont des questions que vous avez tournées. On a parlé ensemble la fois d'avant de transférabilité. Enfin, comment est-ce qu'on le voit ça aujourd'hui? Le point de départ, c'est qu'on voulait combler un vide dans le paysage de l'épargne française qui était l'épargne retraite, et de créer un produit attractif pour les Françaises et les Français sur ce créneau-là. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Français jusqu'à présent? Eh bien, ils utilisaient d'autres véhicules, et notamment l'assurance vie. 25% des détenteurs d'assurance vie disent le faire pour préparer la retraite. Désormais, ils disposent
dans la limite des plafonds de déductibilité, etc. Mais il dispose d'un véritable outil pour la préparation de la retraite qui a beaucoup d'avantages, y compris des avantages dont ne dispose pas l'assurance vie, à savoir la transférabilité, par exemple, des niveaux très faibles de frais qui vont de toute façon être encouragés par cette transférabilité et cette très forte concurrence sur le marché de l'épargne retraite. Donc ils ont cette possibilité avec l'avantage fiscal à l'entrée, ce qui n'est pas le cas de l'assurance vie, qui est une vraie motivation pour s'engager sur le long terme. Maintenant, il reste tout un tas de gens, dont je fais partie, qui sont pour l'instant placés en assurance vie parce que l'épargne retraite n'était pas adaptée à leurs besoins jusqu'à présent. Et donc il fallait aussi, pour ces personnes-là, les accompagner vers la transition, vers l'épargne retraite. Et donc ce qu'on a proposé, c'est que pendant une période de 2 ans, on puisse doubler les abattements au moment des rachats des contrats d'assurance vie, donc passer de 4 600 à 9 200 et de 9 200 à 18 400, pour que pendant cette phase de lancement, et on sait que c'est important, la phase de lancement pour un produit d'épargne retraite, eh bien les Français qui étaient placés en assurance vie puissent bénéficier d'un avantage fiscal supplémentaire pour entrer dans l'épargne retraite. Et ben voilà quelques éléments de réflexion, de compréhension de ce nouveau PER. Merci beaucoup tous les trois. Jean-Noël Barrot donc pour la commission des finances de l'Assemblée nationale, Jean-François Filliat pour Marché Gagnant et Pierre-Emmanuel Sassonia pour RS. Dans un instant, Edwige Chevrillon, l'heure H en direct. À demain matin pour un nouvel épisode d'Intégral Placement. BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement.